Je vous propose de revenir sur une de mes séries préférées à la télévision. Et c'est pas n'importe laquelle, parce que même si elle est un petit peu datée, elle a fait, elle a complètement changé l'industrie. Elle a eu des répercussions qui se font encore sentir aujourd'hui. Elle est considérée comme un classique majeur. Et surtout, elle a permis de donner ses lettres de noblesse déjà aux séries d'anthologie, mais aussi à la science-fiction, car elle date de la fin des années 50, et rappelons-le, à l'époque, le genre est très mal considéré. Il est en dessous, pour vous dire, du pulp et des romans de gare. Il est vraiment pour les gens que l'on ne considère pas très sérieux. Pire que ceux qui aiment Le Seigneur des Anneaux ou l'Heroic Fantasy, c'est vraiment le bas du bas. Rappelons-le que Alien, Star Wars, 2001, l'Odyssée de l'espace ne sont pas encore passés par là. Et c'est donc vraiment le fond du tiroir. Et c'est là où Rod Serling, donc le créateur, le showrunner de la série, arrive avec ses idées. Et s'il ne va pas diriger les épisodes, c'est lui qui va infuser le ton global, qui va être aussi au scénario pour plusieurs épisodes, et qui va donner cette atmosphère très spéciale qui englobe la série. Parce que donc je ne peux pas la mettre dans le genre de l'horreur, ce serait faux. Par contre, on a à chaque fois des épisodes donc d'une vingtaine de minutes où une ambiance pesante, lourde, assez anxiogène sera mise en place, et où on aura assez régulièrement une situation de fin non attendue qui utilise donc pas forcément des twists, mais qui surprend le spectateur dans un sens. Alors, comment moi je me suis intéressé, excusez-moi, à cette série, c'est surtout par le biais de mes parents, parce que eux étaient assez fans. Et on avait donc le coffret DVD à la maison, à l'époque, hein, on est même pas au tout début d'internet. Et donc petit, je passe derrière eux, et ce que je vois à l'écran un jour, c'est ça. Une créature très bizarre qui était sur un avion. Donc je ne vais pas détailler l'épisode en lui-même aujourd'hui, parce qu'on pourra y revenir peut-être plus tard. Mais pour vous dire, ça m'a terrifié. Alors que bon, aujourd'hui, c'est sûr, quand on le regarde avec son costume de, on dirait un mouton, ça fait vraiment pas peur du tout. Mais je peux vous dire que pour un enfant, c'était assez marquant. Et que, alors je n'ai jamais eu peur de prendre l'avion, hein, même après avoir vu ça. Mais en tout cas, c'est une image qui m'est restée, qui est gravée dans l'esprit. Et après, bon, vous voyez un petit peu le genre de curiosité pervers. On a toujours envie de retourner vers ce qui nous a intrigués. Et du coup, j'ai demandé à mes parents de me montrer certains épisodes. Alors, ils m'ont pas dévoilé les pires, parce que bon, il fallait quand même que, que j'étais un enfant, hein, que ils avaient déjà assez troublé mes pensées comme ça, et il fallait pas non plus me détruire. Mais ils ont commencé petit à petit à montrer certains épisodes. Alors là, ça va être l'occasion de revenir sur 4 d'entre eux qui sont complètement cultes, non seulement pour moi, mais pour les critiques en général. Et du coup, je vous propose de commencer avec ce qui s'appelle en version originale To Serve Man. Alors, petit résumé de l'intrigue vraiment assez rapidement. Nous avons des aliens qui arrivent sur Terre. Alors, stupéfaction générale. Pour quelles raisons sont-ils là? Bien sûr, au début, on prend peur, parce que la guerre des mondes est déjà passée par là. Donc souvent, si on a des gens qui viennent nous visiter, c'est pas pour être très gentils. Et là, déjà, la série prend un contre-pied. C'est qu'ils sont très amicaux avec l'ensemble des humains. Donc là, on peut les voir parler à différents gouvernements, tenir une conférence de presse, parce qu'ils arrivent en fait avec les solutions à plusieurs problèmes humains, comme la maladie, la guerre, la faim dans le monde. Donc vraiment, ce qu'on pourrait dire presque les soucis qui durent depuis des millénaires, et eux, ils ont des solutions toutes faites pour résoudre l'ensemble de ces problèmes, ce qui est incroyable. Donc bon, bah forcément, les humains, ils sont plutôt contents, hein, d'avoir tout ça. Et un jour, donc, on leur propose d'envoyer certains d'entre eux avec ces gentils visiteurs de l'espace pour découvrir leur planète. Alors, bah, eux, ils se méfient pas du tout. Et c'est là où on rentre dans la 4e dimension. Parce que, bon, vous voyez, déjà, les images là, elles donnent un petit peu moins envie. Enfin, encore que, hein, ça dépend dans quel type de vidéo on s'investit. Bref.
Mais pour le coup, il y a un twist. Et là, je n'ai pas envie de vous le dévoiler parce que ça vous gâcherait vraiment l'épisode. Mais il est très très bien trouvé. Alors il y a quelques images ici qui peuvent vous donner des indications, donc j'ai pas trop envie non plus de revenir sur ces dernières. Mais franchement, c'est un de ceux que j'ai préférés pour la surprise finale. Ce qu'on peut dire, donc, outre le fait d'aborder les aliens d'une manière un petit peu différente par rapport à ce qui se faisait à l'époque, hein, et je pensais vraiment aux trucs très cheesy, très avec du carton-pâte et tout, parce que là, on n'a pas beaucoup plus de moyens, mais on a plus d'idées. Et c'est ça qui fait la différence. Déjà, j'aime beaucoup leur design. Alors, c'est bête, hein, uniquement une petite prothèse sur la tête, une petite barbiche et une tenue. Franchement, je pense que même moi, maintenant, je fais mieux avec 3 bouts de tissu. Mais ça le fait. Ça donne un look iconoclaste que l'on reconnaît très facilement et qui marque. Ça c'est purement une interprétation de ma part, mais il est possible, par exemple, que pour Mars Attack de Tim Burton, il y ait une certaine inspiration de ces aliens qu'on a vus dans la 4e dimension. Donc je n'en suis pas sûr, donc je vais pas dire que c'est le cas, mais c'est bien possible. J'ai trouvé aussi tout à l'heure que certains membres de la planète des singes, alors on va essayer en mettant conceal, ressemble un petit peu à ça. Alors pas en version singe, mais en version humain. Alors tout à l'heure, je les ai trouvés. Voilà, c'est monsieur là. Là aussi, vous voyez, je trouve, c'est la tenue. C'est la tenue qui joue beaucoup, parce que là, il n'y a pas d'excroissance. Enfin, ils sont quand même chauves aussi. Il n'y a pas les barbiches. Franchement, voilà, je trouve le design dans la 4e dimension est même mieux réussi que dans les films de la planète des singes, qui sont pourtant quand même assez cultes, même si bien sûr les autres n'ont pas pour moi la même qualité que le premier, qui reste vraiment au-dessus. Voilà, premier épisode qui est très intéressant pour son approche des créatures d'une autre dimension et surtout pour la surprise finale qui est vraiment magistrale et dont j'espère que ça vous aura donné au moins envie de le découvrir, parce que ça, j'ai pas envie de vous le dévoiler. Sinon, c'est pas drôle. On continue avec un autre de mes favoris, Time Enough at Last. Alors, pourquoi celui-là? Quoique je peux rester sur le même onglet. Parce que c'est un épisode post-apocalyptique. Je suis un grand fan de Mad Max, de la série des Fallout et de tout ce qui se rapproche de ce genre, ou de ce sous-genre, comme vous préférez. Et donc là, nous avons un homme qui est méprisé dans sa vie de tous les jours par l'ensemble des personnes qui le côtoient. C'est-à-dire autant sa petite amie, mais aussi ses collègues de travail, son patron. Et pourquoi? Parce qu'il n'a qu'une passion dans la vie, c'est celle de lire. Les grands classiques, au moins. Et tout genre de littérature. À tel point que lorsqu'il a du temps libre, et par exemple on parle de sa pause de midi, eh bien, il profite du fait d'être un employé de banque pour se réfugier dans le coffre et être à l'abri de toute perturbation sonore ou sociale qui pourrait l'interrompre dans son passe-temps favori. On prend le journal aussi, son petit sandwich quand même, hein, il faut bien manger pour survivre, pas l'inverse. Un des problèmes. Bref. Donc, ça, c'est la prémisse. Sauf que nous sommes en pleine guerre froide, parce que forcément, les événements historiques ont eu des répercussions importantes sur la série. Et on a une guerre nucléaire qui survient entre les deux camps, entre l'Est et l'Ouest, et donc une destruction complète du monde. Lui, il sort, par chance, hein, lui, il était dans son abri, voilà, donc dans le coffre de la banque, qui est très bien protégé. Et du coup, en ressortant, il constate que les États-Unis sont complètement dévastés, et donc qu'il est seul. Alors, bon, bien sûr, il y a quand même eu, au début, un petit choc, hein, parce que, t'as beau être asocial, quand même, le fait de voir l'humanité disparaître devant tes yeux, ça ne se passe pas comme une lettre à la poste, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Mais très rapidement, il va profiter de cette situation. Parce que donc, pour se nourrir, ça reste assez facile. Il peut tout simplement aller chercher des boîtes de conserve dans les supermarchés, des rations militaires. Et c'est pas quelqu'un qui est très difficile là-dessus, hein. Avec ça, lui, il peut tenir indéfiniment, il n'y a aucun problème. Et surtout, ça va lui permettre de s'adonner enfin à sa passion de toujours, c'est-à-dire la lecture. Et c'est là où déjà on a donc ce plan qui est magique,
Parce que là, en une image, en fait, on a tout dit. C'est-à-dire l'horloge qui s'est arrêtée, c'est-à-dire le temps, la vie normale qui n'a plus cours, tout ce qui le pressait au jour le jour, les contraintes qu'il avait se sont arrêtées, elles n'existent plus. Et derrière lui, on voit des amas de livres. Là, vous voyez, c'est ça qui est drôle. Il était dans un coffre avec énormément de richesses, mais lui, il se sentait pauvre. Et là, dans ce qui était les restes d'une bibliothèque, il se sent riche. Parce que pour lui, c'était le plus important. Donc là, métaphore visuelle absolument géniale. Sauf que, bien évidemment, nous sommes dans la 4e dimension, donc il ne peut pas avoir de fin heureuse. Alors vous voyez quand même, ça, voilà, l'image là est quand même importante, c'est parce que bon, voilà, il y a certes des problèmes de communication, des problèmes sociaux, mais bon, quand vous êtes seul, vous pensez fatalement au suicide, chose qu'il ne fera pas, hein, mais c'est une idée qui lui effleure l'esprit et qui est plutôt normale. Mais comme je l'ai dit, il ne peut pas avoir de bonne fin, ou alors c'est plutôt rare dans la 4e dimension, et que du coup, il va survenir une action, il y a un accident qui va perturber le rêve idyllique de notre cher monsieur. Là encore, l'idéal serait de ne pas vous dévoiler la fin, hein, parce que vous voyez, s'il y a des recherches associées à cette fin, c'est bien évidemment parce qu'elle est aussi plutôt bien trouvée et plutôt cruelle. Du coup, c'est personnellement mon épisode favori. Je vous conseille vraiment de le regarder. Donc, ça dure que 20 minutes. C'est pas forcément pour la réalisation ou pour le jeu d'acteur qui est correct, hein, ça reste bon. C'est pas, on n'a pas une virtuosité qui peut égaler celle des réalisateurs de l'époque, mais ça reste tout à fait correct. Mais par contre, le scénario, lui, est très très bon. Et c'est un point qu'on va retrouver souvent aussi avec la 4e dimension, c'est que si vous êtes intéressé par la narration, par l'écriture de personnages, de situations, d'histoires, c'est quand même un réservoir assez incroyable. Et comme j'ai dit, qui a encore des influences aujourd'hui, qui a vraiment infiltré, voilà, qui s'est infiltré dans la toile complexe des épisodes télé jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose qu'on continue avec ce qui s'appelle en langue originale The Monsters That You on Maple Street. Ils l'ont traduit en français en Les monstres de Maple Street. Histoire très 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 intéressante et qui, si je ne me trompe pas, a eu le droit à le plus de remakes jusque-là. Plus que les deux autres ou que même le petit épisode initial dont je vous ai parlé, largement. Alors, expliquons un petit peu l'histoire. Là encore, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire nous sommes en pleine guerre froide. Il y a une véritable méfiance envers les communistes aux États-Unis. Ça a donné le macartisme et donc la chasse à ces derniers. Si on vous pensait rouge, c'est-à-dire communiste, on pouvait vous mettre en prison, voire pire. Et la CIA a profité de ce marasme, de cette situation, pour aussi conduire des expériences. Alors, est-ce qu'après ils ont pris comme prétexte la guerre froide pour faire certaines choses illégales? C'est sujet à débat, mais en tout cas, on le sait, ils l'ont fait notamment avec des drogues, des techniques de torture, de manipulation. Et il y a une inspiration apparemment de cet épisode sur une des expériences conduites par l'organisme interétatique américain. Alors, il y a une petite variation, c'est que dans l'histoire, en fait, vous avez une région, ce qu'ils appellent les suburban areas aux États-Unis, donc une région, un lotissement, hein, voilà, tout simplement, assez tranquille, assez cossu, hein, on vit plutôt bien. À l'époque, les États-Unis d'Amérique sont un lieu où il y a du plein emploi, très riche et où un niveau de vie est très élevé. Et donc, on a bien sûr l'électricité, l'eau courante, enfin, c'est les meilleurs standards de vie au monde, hein, ils en sont fiers à l'époque. Et on a une famille, en fait, enfin, il va y avoir une panne d'abord, excusez-moi, ils vont voir un espèce de disque dans le ciel qui leur fait penser donc à un ovni, parce qu'on est aussi très proche de l'accident de Roosevelt, ouais, non comment ça s'appelle l'ovni là, ouais, si c'est ça. Et donc du coup, tout le monde, c'est un sujet qui est devenu assez chaud, on va dire, dans la presse locale, et tout le monde a ça à l'esprit. Et eux, donc, sont les témoins d'un UFO, d'un ovni, ouais, voilà, qui survole la ville. Et suite à ça, ils commencent à avoir des problèmes pour utiliser l'électricité.
panne globale. Sauf pour une famille qui, elle, va en fait pouvoir continuer à utiliser sa voiture, qui va pouvoir continuer à utiliser ses différents appareils électriques, et là, dont la maison est encore équipée comme avant, on va dire. Et bien évidemment, ça va entraîner des soupçons dans la population. Alors aussi, à l'époque, donc nous sommes bien évidemment avant Internet, les relations entre les voisins, entre les gens sont peut-être, parce que là aussi c'est sujet à débat, mais peut-être plus développées que ce que l'on a actuellement. Et du coup, il y a quand même normalement une certaine confiance. On pouvait laisser notre porte ouverte sans avoir la crainte d'être cambriolé. Mais là, tout change parce que eux ont l'électricité et pas nous. Alors, certains aimeraient poser des questions à la famille. D'autres sont déjà plus belliqueux. Ils disent que c'est étrange, ça doit être des espions qui flirtent avec l'ennemi, ou alors encore pire, que cette soucoupe que l'on a vue, elle a peut-être pris leur place et que du coup on a des aliens parmi nous. On commence bien sûr aux États-Unis, le port d'armes est autorisé, donc on commence à sortir les guns. La situation dégénère, une personne est tuée. Et donc à la fin, on a ce qu'on pourrait appeler une émeute, tout simplement, qui survient dans cette rue qui était pourtant tout à fait tranquille et qui était vraiment un voisinage exemplaire. Là, pour le coup, je pense que je peux vous dévoiler la fin parce qu'elle est beaucoup moins, je trouve, puissante quand même que les deux autres. Parce qu'en fait, on voit que ce sont effectivement des aliens qui ont la capacité de manipuler l'énergie et donc l'électricité et qui s'amusent à jouer des tours à nos chers citoyens américains. Il a eu énormément de succès. Il a été donc reproduit plusieurs fois, notamment dans les séries suivantes, la 5e dimension, 13e dimension. À chaque fois, il y avait un épisode sur Maple Street. Parce que bon, il en dit beaucoup sur la nature humaine, sur les mouvements de foule, sur le fait qu'un esprit de groupe ne fonctionne pas forcément de la même façon qu'une personne unique, qu'on peut être amené à faire des choses que l'on se serait cru incapable de faire. Et on a eu des exemples notables dans l'histoire avec notamment les crimes de guerre, pas forcément que nazis d'ailleurs. C'est dans un sens, non, c'est pas tout à fait comme l'expérience de Milgram, donc bon, je pense que ça sert à rien d'en parler ici. Mais donc très marquant, ça a infusé aussi dans la culture populaire et générale. Voilà, classique épisode reviews, c'est pas pour rien. Ce dernier a fait date. Littéralement. Je vous le conseille aussi, bien évidemment. Et je vous propose qu'on passe à notre dernier épisode d'aujourd'hui. Donc, j'essaierai à chaque fois, que je parle de la 4e dimension, de faire une petite sélection et d'en sélectionner, et d'en choisir certains que je considère comme très intéressants ou comme les meilleurs. Et il s'intitule It's a Good Life. Et je pense que c'est pas le plus anxiogène, mais que je n'aimerais vraiment pas me retrouver dans cette situation. Non pas que les autres me plairaient, mais là, c'est chaud quand même. Parce que donc, on a ce cher Anthony, donc c'est le petit enfant là qu'on voit, qui dispose de pouvoirs surnaturels. Et donc, ça lui a permis d'isoler son village du reste du monde et d'en devenir le maître absolu. C'est-à-dire que c'est lui qui fait la loi dans cette ville, et quiconque se met en travers de sa route est expulsé dans une zone dont il ne revient jamais. Ce qui est assez incroyable, c'est que non seulement vous ne devez pas faire de mauvaises actions devant lui, mais qu'en plus il est capable de lire dans vos pensées, donc idéalement il ne faut même pas avoir de mauvaises intentions. Et c'est là où ça devient vraiment compliqué, parce que ça induit un contrôle de soi total, et donc il ne faut rien laisser transparaître. Et c'est quand même vraiment compliqué. Surtout que lui, il se comporte, c'est normal, c'est un enfant dans un sens, donc ses émotions sont exacerbées, il se comporte comme un petit dictateur, comme un petit tyran. On pourrait presque penser dans Game of Thrones, j'ai plus son nom, j'ai sur le bout de la langue, Joffrey, voilà, un petit Jeffrey. Mais on n'est pas loin, Et un jour, donc il y a un anniversaire qui est célébré dans la ville. On ouvre une des dernières bouteilles d'alcool, parce qu'il faut donc savoir que les gens ils vivent en autarcie depuis qu'ils ont été coupés du reste du monde.
Et du coup, l'alcool aidant, on a quand même une personne qui commence à vraiment se plaindre de la situation actuelle, qui dit que c'est pas possible, on peut pas rester sous la dominance de ce gamin. Et il dit: «Oh, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on l'attaque, faut qu'on le réduise au silence». Sauf que, comme je vous l'ai dit, le petit, il a vraiment des pouvoirs, il anticipe tout et donc ce cher adulte qui essaye de se rebeller, il termine en boîte, donc à clown, vous savez avec les petits ressorts et les têtes de clown qui ding ding qui sortent et qui dodelinent de la tête. Bon, voilà, pas cool, hein. D'ailleurs, il me fait penser un petit peu à Boo dans Dragon Ball qui peut transformer, les gens et il l'expulse ensuite, hein, dans la zone où il y a les bannis, en fait, du village, tout simplement. Oui, aussi les animaux, hein, ça ne s'arrête pas aux êtres humains. Et donc, c'en est fini de ce monsieur. Et là, on a son père quand même, parce que certes, c'est son enfant, c'est la chair de sa chair. Mais au bout d'un moment, quand même, est-ce qu'il abuse pas un petit peu, le petit? Et lui aussi, il commence à émettre quelques doutes sur le fait qu'on continue à le suivre. Sauf que, sauf que là, la mère intervient, elle dit qu'il faut absolument qu'il arrête de penser de cette façon, car Anthony est capable de tous les tuer. Et rien que pour cet petit écart fait par son père, il va, et aussi peut-être par l'outrecuidance de ce cher monsieur qui a été transformé en boîte à clowns, il va provoquer une tempête de neige sur le village, ce qui va détruire presque toutes les récoltes. Et je le répète, mais donc ils vivent en autarcie et l'hiver arrive, littéralement. Winter is coming. On revient à Game of Thrones. Et donc sans nourriture, bah, vous doutez que c'est pas très drôle. Donc ils sont là, tous à sourire, alors qu'ils vont sûrement, la plupart vont mourir de faim. Ce qui est assez incroyable comme image de fin, parce que ça se termine littéralement comme ça. Et je trouve ça assez incroyable qu'on ait des personnages aussi joyeux à l'écran, alors qu'ils vivent un véritable cauchemar intérieurement. C'est c'est une opposition assez intéressante qui est réalisée par l'épisode. Ce qu'on peut retrouver bien sûr dans d'autres œuvres, hein, c'est pas les seuls à faire ça. Et il faut noter que à chaque début et fin d'épisode, on avait un commentaire de Rod Sterling, donc pas que pour celui-là, hein, pour l'ensemble des épisodes, qui venait soit donner des détails additionnels ou quoi. Et pour It's a Good Life, à la fin, en fait, il annonce au spectateur que effectivement, vous ne voulez pas vous retrouver devant ce cher Anthony, car à la moindre de vos pensées négatives, vous êtes fini. Votre vie est terminée. Donc épisode aussi plutôt marquant. Je crois que c'est lui qui a reçu le meilleur score d'un point de vue critique. Après, c'est sujet à débat. Ça n'est pas mon épisode préféré, même si je reconnais qu'il est très bien. Et là aussi, je pense qu'il a eu une certaine influence sur le reste des films d'horreur, notamment, parce que, oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est aussi une des premières fois où on utilise l'enfant d'une manière horrifique. Jusque-là, ils avaient un petit totem d'immunité dans les films. Ils étaient toujours montrés comme des personnages purs auxquels on ne devait pas toucher, qui sont innocents. Et là, tout d'un coup, ils deviennent une force démoniaque. On est avant l'exorciste, hein. Voilà, il faut quand même le rappeler. Ce sont des précurseurs. Comme je vous l'ai dit que ça pouvait être intéressant d'un point de vue narration, c'est pas pour rien. Alors, bien sûr, l'exorciste, on pourrait dire pourquoi pas, il y a une petite inspiration, même si je ne pense pas. Mais surtout, voilà, là, ce qu'on voit, le village des damnés, donc de notre cher Carpenter. Si là, franchement, ils n'ont pas vu It's a Good Life avant, je n'y comprends rien. Parce qu'on se retrouve exactement dans la même situation où on a des petits chérubins dotés de pouvoirs surnaturels très puissants et qui mettent la misère, littéralement, à un village aux États-Unis. Une petite ville, allez. En plus, on a donc leurs yeux là qui brillent dans le noir, qui sont assez iconiques. Mais ouais, ça suit un schéma assez similaire, surtout qu'ils sont eux aussi capables de lire dans les pensées. Bon, oui, ils sont encore plus, pas quoi que, non, ils sont peut-être pas plus abusés, mais ils sont au moins autant abusés. Donc bon, là aussi, on n'aimerait pas trop se retrouver en phase 2. Comme je l'ai dit, la série a inspiré beaucoup d'autres shows télévisuels. Je pense que même récemment, hein, on peut citer donc par exemple Black Mirror, qui a 2 excellentes premières saisons. Certains diront peut-être même 3. En tout cas, je ne suis pas fan de la suite qui a été diffusée sur Netflix. Et alors, bien sûr, il parle plus de technologie que le fait la quatrième dimension, déjà parce qu'elle date des années 60. Et je pense qu'elle parlait plus de science-fiction que de technologie à proprement parler. Ce qui n'est
pas le cas de Black Mirror. Mais en tout cas, on a aussi cette envie de rendre l'épisode malaisant, anxiogène, pas horrifique, mais pesant, c'est-à-dire qui vous marque, qui vous passez pas un bon moment, vous avez pas envie de vivre comme ça. Et surtout, vous voyez que c'est théoriquement possible dans certains cas, donc c'est encore pire. Vous dites non, il faut absolument pas que le monde se transforme comme ça. Et pourtant, c'est inéluctable parfois. Donc là, clairement, on a une inspiration. C'est pour moi la même chose pour Tales from the Loop. Là aussi, on met quand même plus l'accent sur la technologie, sur bon après il y a plus de moyens bien sûr, mais là on est clairement dans le futur en fait. Et l'humain est habitué à utiliser de la technologie, ce qui n'est pas forcément le cas dans la 4e dimension où, alors pas forcément faute de budget, mais on va dire la plupart du temps on reste quand même dans un univers assez contemporain. Et s'il y a une technologie supérieure ou nouvelle, elle n'est pas depuis longtemps usitée, utilisée par les personnages. C'est quelque chose de nouveau. Alors que là, ça n'est pas le cas. C'est déjà associé depuis de longues années au monde qu'a créé Tales from the Loop. Mais sinon, pour moi, on retrouve là encore dans l'atmosphère qui est créée par les épisodes, dans certains scénarios, mais aussi dans certains retournements de situation finale, des traits qui sont très proches, très caractéristiques de la 4e dimension. Voilà, donc petit live aujourd'hui qui n'est certes pas très long, mais qui j'espère vous aura plu. Car vraiment, si vous avez un quelconque intérêt pour la création audiovisuelle, je pense que c'est un milestone, mais c'est pas ça que je veux dire. Un point d'ancrage, non, mais un point très important de l'histoire, tout simplement de la fiction, et que vous pourriez y trouver de l'inspiration, et vous pourriez aussi être amené à comprendre d'où viennent certaines choses que vous avez peut-être vues plus récemment et qui en fait ont des racines bien plus anciennes. Parce que souvent, voilà, on ne le sait pas, mais on retrouve des résonances, des échos dans des choses très anciennes, et c'est tout à fait normal, hein. Il faut bien partir de quelque part. Et autant partir des meilleures choses, c'est ce qu'ils ont fait. Très bien. Voilà, ce sera tout pour ce petit live. Bien sûr, on se dit à la prochaine. Et si je reparle de la 4e dimension, ce sera évidemment avec d'autres sélections d'épisodes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y en a eu tellement de géniaux qu'on a de quoi faire. Mais c'est parfait. C'est le but des lives, c'est d'en faire beaucoup, d'être consistant. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Ciao.